Énervé, mais je laisse pas reprendre la voix. Tu t'es pas énervé, tu t'es enflammé comme souvent et tu nous enflammes. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci à tous les camarades que j'ai vus sur les réseaux sociaux, la préparation qu'a nécessité cette réunion, les tractages, les collages. Donc merci d'avoir organisé ça. Merci aux syndicalistes qui sont là et qui font état, au fond, de ce que moi j'appelle le grand effondrement de l'école publique. Puisque c'est ça que nous avons sous nos yeux. Un grand effondrement que je compare à celui que chacun constate dans l'hôpital public. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'école publique, c'est ce à quoi nous avons assisté. Tu faisais le lien, je crois, sur les services publics en général, tu as raison. Dans l'hôpital public, on se place du point de vue des usagers comme des personnels. Tous les symptômes de l'effondrement sont déjà là. Il y a des interruptions du service public de l'éducation aujourd'hui dans notre pays. Quand il y a 15 millions d'heures de cours non assurées, non remplacées, il y a pour des millions d'élèves une interruption du service public de l'éducation, comme il y a des urgences fermées dans beaucoup d'endroits dans notre pays, avec des gens qui se présentent et qui ne peuvent pas accéder à des soins. Quand un rapport parlementaire mesure pour la Seine-Saint-Denis, mais je suis certain que si la même attention était portée à bien d'autres départements, que ces absences non remplacées, leur cumul pour un élève sur la durée complète de sa scolarité représente une année d'enseignement perdu, il y a une interruption du service public de l'éducation. Quand dans quantité d'écoles, ici sans doute, dans ma circonscription et dans toute la France, des enfants en situation de handicap ne peuvent pas accéder au service public de l'éducation faute d'AESH. Et quand je dis faute d'AESH, dans ma circonscription, le jour de la pré-rentrée, quand je fais le tour des écoles, il y a 4 ou 5 AESH dans des écoles où il y a 15, 16, 17 notifications pour des enfants à besoin. Quand on m'explique que les directions d'école doivent négocier avec les familles, avec les mères de famille, pour leur demander de rester chez elles, de renoncer au travail, de rester chez elles, de garder l'enfant, le matin pour certaines familles, l'après-midi pour d'autres, en organisant une rotation complètement improvisée, complètement bricolée, il y a interruption de service public. Quand on demande à ces familles, j'ai découvert ça cette année, de recourir à des AESH privés, parce que ça existe. Quand on culpabilise les familles en leur disant « Écoutez, il n'y a pas vraiment de solution, mais peut-être que vous avez les moyens, ça coûte 2 000 € par mois, une AESH privée. » Quand on se tourne vers les familles pour leur dire ça, il y a interruption de service public. Comme quand les urgences sont fermées. Comme quand, dans tant d'endroits, le médecin est trop loin, l'accès aux soins est devenu impossible et si difficile. Nous sommes arrivés aujourd'hui dans notre pays à cette situation. Et si revenait une vague d'épidémies comme la vague du Covid, qui a interrompu, dans des circonstances exceptionnelles, le fonctionnement de l'école, mais on serait encore confronté, pour tout le pays, à un arrêt du service public d'éducation parce que rien n'a été fait. Je le dis juste parce que nous, les Insoumis, nous avons beaucoup défendu ça à l'époque. Les capteurs de CO2 dans les classes, ça coûte 10 € un capteur de CO2. Les purificateurs d'air dans les classes. Nous y avons appelé à une planification de ce point de vue-là, sans être entendu ni par l'État, ni par les collectivités. Je le dis, notre école, elle est faible. Elle est confrontée à une nouvelle vague comme celle-là, et peut-être d'ailleurs d'un nouveau variant du Covid, il a si souvent muté. Le service public d'éducation, à nouveau, serait interrompu. Voilà l'état dans lequel est notre école publique. Et je me place là du point de vue des usagers. Si je regarde du côté des personnels de l'éducation, la situation est aussi catastrophique qu'elle l'est dans l'hôpital public. Il y a dans l'école publique la même crise du métier, crise de sens que celle qu'on observe dans l'hôpital public. Crise de sens quand ce gouvernement, récemment, au prétexte d'augmenter la revalorisation du traitement des enseignants, je dis bien que c'est un prétexte, propose le fameux pacte dans le second degré. C'est-à-dire, au fond, une politique qui consiste à faire travailler davantage des enseignants. Les enseignants travaillent déjà en moyenne 43 heures par semaine. Quand on leur dit de travailler plus, c'est qu'on ne connaît pas le métier d'enseignant. Quand on multiplie comme ces derniers jours ou ces dernières heures, les ordres et les contre-ordres, groupe de niveau, pas groupe de niveau, choc des savoirs, pas choc de savoirs, redoublement, pas redoublement, Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation disant autre chose, nouvelle ministre de l'Éducation disant encore autre chose. Quand on multiplie les contre-réformes les unes après les autres à un rythme aussi effréné, on crée beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes, beaucoup de confusion.
de perte de sens et de perte de rapport au métier, un métier qu'on aime bien faire. Est-ce qu'il est possible encore de bien faire son métier dans l'école? Telle est la question qui est posée. À des centaines de milliers de personnels qui démissionnent. Plus 76% de démissions dans le premier degré depuis 2015. Plus 40% dans le second degré depuis 2015, comme dans l'hôpital public. On ne recrute plus dans l'éducation nationale. Tu l'as dit, 3200 postes au concours laissés vacants cette année. C'est devenu chronique. Ça fait maintenant plusieurs années que chaque année, des milliers de postes restent vacants dans certaines académies. À Versailles, à Créteil, en Guyane, c'est plus de 50% des postes qui ne sont pas pourvus. Et donc, évidemment, il n'y a pas un professeur devant chaque classe à la rentrée, contrairement aux affirmations du ministre, et chacun a pu le constater. Cette rentrée, il n'y avait pas un professeur devant chaque classe. La rentrée précédente déjà. Et la rentrée prochaine, la situation sera encore plus grave. Parce que comment recruter des enseignants quand, à ce point, les enseignants ont été appauvris? Est-ce qu'il y a un autre métier, est-ce qu'il y a une autre catégorie professionnelle dans notre pays qui, des années 80 à aujourd'hui, est passée d'un salaire d'entrée dans la carrière de 2,3 SMIC en 1980, c'était l'équivalent, à 1,2 SMIC aujourd'hui? Vous connaissez un autre métier qui a connu pareil déclassement? J'en connais pas. J'ai cherché, je n'en connais pas. Et sur une échelle de temps plus courte, depuis 2010, sous l'effet du gel du point d'indice ou de la non-revalorisation du point d'indice par rapport à l'inflation, les enseignants, ils ont perdu 1 mois de pouvoir d'achat chaque année. Sur la même période, leur niveau de qualification a augmenté avec la masterisation. On est dans cette situation où le niveau de diplôme, le niveau de qualification est plus élevé et la rémunération, elle baisse jusqu'à des niveaux qui sont aujourd'hui si bas qu'il est impossible de se loger quand on est enseignant. Et que quand on est enseignant, on est encore comme un étudiant en colocation, en tout cas dans les premières années de sa carrière, parce qu'à l'inverse de ce que dit le gouvernement, il n'est pas vrai que les enseignants commencent à 2 000 € net leur carrière. C'est absolument faux. Les enseignants, ils sont d'abord stagiaires, et quand ils sont stagiaires, ils sont sous les 2 000 € net. Cette paupérisation, elle est si forte, évidemment, que si on la ramène à des ordres de grandeur européens, je donne un chiffre seulement, un enseignant français, il est payé 2 fois moins qu'un enseignant en Allemagne pour à peu près la même charge de travail. Voilà l'état de notre école du point de vue des usagers, du point de vue de ses personnels, et ça, c'est le produit d'une politique, c'est clair. Vous l'avez dit les uns et les autres, on n'arrive pas dans cette situation du jour au lendemain. Ce sont des années et des années de sous-investissement massif, organisé, continu, depuis 2017, en vérité, pardon les camarades, mais depuis 2012, et même depuis 2007, parce que moi je crois qu'il y a une forte continuité dans les politiques éducatives conduites depuis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron. Je pense que c'est ça qui caractérise les politiques éducatives depuis maintenant 15 ans. Mais ce sous-investissement, quelques chiffres pour le mesurer là encore. Depuis 2017, c'est 2300 écoles fermées dans notre pays. C'est presque une par jour. Une par jour. En vérité, ce rythme-là, on l'observe depuis le début des années 2010, mais une par jour, avec des problématiques, tu parlais tout à l'heure des temps de transport, des conséquences d'abord pour la vie des enfants, pour leur rythme, mais aussi des conséquences d'un point de vue écologique. Elles sont dramatiques. C'est depuis 2017 10 000 postes supprimés, et on est encore au début du second quinquennat, d'enseignants. 1000 postes d'AED, les surveillants. Juste m'arrêter là-dessus, parce qu'on vient de rendre hommage à Dominique Bernard, le professeur assassiné à Arras. Et ce n'est pas le premier professeur qui est assassiné, malheureusement, dans notre pays. Mais, et sans simplifier cette question qui est très complexe de la sécurité des établissements scolaires, des élèves et des personnels, de tous les personnels. Je rappelle qu'à Arras, c'est aussi les personnels administratifs qui se sont mis en travers du chemin du meurtrier et qui ont été blessés. Mais si on pose la question du contrôle de l'accès des établissements, qui est un des enjeux, pas le seul, les surveillants, les AED, ils jouent un rôle. Je ne vais pas me considérer que c'est aux AED de se dresser face à un terroriste armé. Je sais bien que ça n'est pas à eux de le faire, évidemment. Mais l'accès au contrôle l'accès à un établissement, il faut des gens. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que Gabriel Attal, il a supprimé 1000 postes d'AED 3 semaines après la mort de Dominique Bernard. Après avoir rendu hommage à l'héroïsme de cet homme, parce qu'il s'est comporté de façon héroïque, il a protégé ses élèves et il a perdu sa vie en faisant ça. Mais il y a des choses
qui doivent être corrigées, absolument. Il y a des conditions qui doivent être réunies demain pour protéger tous ceux qui fréquentent l'école publique. Et quand on supprime 1000 postes d'AED, on ne lutte pas contre le harcèlement scolaire. Et on met en danger les équipes éducatives de ce pays. Et c'est le choix qu'a fait ce gouvernement. La médecine scolaire. Tu as parlé, à juste titre, des conséquences du confinement. Plus 300%, ça, tu disais, de besoins ou d'hospitalisation. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le centre psychiatrique. La médecine scolaire, depuis 2017, c'est moins 12,6% d'infirmiers et d'infirmières scolaires dans l'établissement. C'est moins 7,6% de psychologues. En Dordogne, c'est un médecin scolaire pour 100 000 élèves. Voilà où nous en sommes dans le service public de l'éducation. Et ça, c'est pareil, c'est l'aboutissement d'années de politique de réduction des moyens jusqu'à la dernière annonce, 700 millions d'euros. Alors 700 millions d'euros sont pris sur ce qu'on appelle les réserves. Il y a toujours quelques réserves dans le budget qui sont votées. Et là, ils viennent de vider toutes les réserves. On est au mois de mars. Ils viennent de vider toutes les réserves. C'est-à-dire qu'en principe, le gouvernement est dans l'impossibilité absolue de répondre à la moindre revendication des parents d'élèves, des enseignants. Vous avez évoqué, plusieurs d'entre vous, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, ce qui déborde de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui. Mais en vérité, le gouvernement s'est privé des seules marges de manœuvre budgétaires qui lui permettraient de donner satisfaction aux revendications des personnels. Je ne dis pas ça pour renoncer à la mobilisation, au contraire. Parce que le rapport de force, les marges de manœuvre, les moyens dont dispose le gouvernement pour faire face à ces revendications très fortes et qui grossissent, elles sont aujourd'hui extrêmement faibles. Et je pense qu'il s'est mis dans une position de faiblesse en renonçant à cette marge de manœuvre et à ces réserves. Mais 700 millions d'euros, c'est l'équivalent, si on ventile ça dans ce que sont les grandes dépenses de l'éducation nationale, de 436 écoles en moins, 54 collèges en moins, 14 000 élèves en situation de handicap qui ne seront pas accompagnés. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout ça. 436 écoles, 54 collèges, 14 000 élèves qui ne seront pas accompagnés. Voilà la conséquence concrète des coupes qui viennent d'être décidées par le Premier ministre et la nouvelle ministre de l'Éducation. Alors tout ça, de mon point de vue, tout ça dessine un projet politique. Il y a un sens profond dans cette politique de l'effondrement du service public de l'éducation. Et là encore, je crois qu'il faut regarder du côté de ce qui se passe dans le secteur de la santé pour le comprendre. Comme dans la santé, ce qui est en train de se déployer, c'est un processus de privatisation et de marchandisation de l'école, de l'éducation. Et ce processus de privatisation, de marchandisation, bien sûr, il se résume d'abord dans la place et la situation de l'école privée dans notre pays. De l'école privée sous contrat, de l'école privée financée par de l'argent public. Et quand je dis qu'elle est financée par de l'argent public, je veux dire à quelle hauteur. C'est plus de 10 milliards d'euros par an que chacune d'entre nous contribue à verser à des écoles qui choisissent leurs élèves, qui les trient, et qui, de ce point de vue-là, n'obéissent pas à une politique éducative nationale et à un intérêt général éducatif dans notre pays. Le privé s'est jamais aussi bien porté dans notre pays qu'aujourd'hui. Depuis la loi Debré, il y a eu sédimentation de dispositifs permettant de le financer, jusqu'à récemment la loi Blanquer en 2019, qui, à travers la scolarité obligatoire à 3 ans, a encore ajouté plusieurs dizaines de millions d'euros à cette école privée qui n'a jamais scolarisé une part aussi grande des élèves issus des catégories favorisées et très favorisées. Plus que jamais, il est le séparatisme scolaire dans notre pays, cet enseignement privé sous contrat. Depuis 2000, la part des élèves issus des catégories favorisées et très favorisées dans les établissements privés sous contrat est passée de 40 à 55%. Il y a 3 fois moins de boursiers dans les écoles privées sous contrat que dans l'enseignement public. L'enseignement privé est en passe de devenir majoritaire. Il est déjà dans l'ouest de notre pays pour des raisons historiques. Il est en passe de devenir majoritaire à Paris. À Paris, le collège Stanislas, le fameux collège Stanislas, est l'établissement d'Île-de-France qui reçoit le plus d'argent public de tous les lycées d'Île-de-France par la région Île-de-France. Nous sommes dans cette situation inouïe où il reçoit tant, il scolarise aujourd'hui les enfants issus des catégories les plus favorisées, évidemment ceux
de notre gouvernement, qui y sont tous passés. Et ça résume la liste des anciens ministres de l'Éducation nationale qui ont scolarisé leurs enfants dans des établissements privés dit quelque chose de la situation, du séparatisme des plus riches et de la place qu'occupe désormais cet enseignement privé dans notre pays. Et tout est fait pour le conforter. J'achève une mission d'information. Je peux vous le dire, et je le dirai au moment de la présentation de mon rapport, que ces établissements sont absolument hors de contrôle. Que ces tombereaux d'argent public qui leur sont donnés ne sont jamais contrôlés par personne. Que la loi Debré, la fameuse loi Debré, dont on peut interroger le fondement même, n'est pas respectée, y compris parce qu'elle donne des obligations à ces établissements qu'ils ne suivent pas. Et pourtant, aucune conséquence de tout ça n'est tirée. Alors, cette école privée, qui ne s'est jamais aussi bien portée, sa logique est en train de s'étendre au service public. La logique du tri, elle irrigue désormais du lycée au collège, de Parcoursup, et je ne vais pas être plus long parce que tout a été dit, l'exemple que tu as donné, Alma, il est extrêmement parlant, celui de ces écoles d'infirmières, on a tant besoin d'infirmières où beaucoup d'élèves décrochent parce que orientés par la machine à trier, la machine à briser, la machine à faire du fric. Ça a été dit, mon métier c'est prof, donc comme tous les profs, j'écoute France Inter le matin, j'écoute le journal de France Inter, presque tous les profs, et là j'ai écouté il y a 2 jours les infos à France Inter, et ce dont j'étais sûr à l'époque, Parcoursup, vous savez, il y a les lettres de motivation. Mais évidemment, les lettres de motivation, c'est super dur d'écrire une lettre de motivation. Si vos parents n'écrivent pas avec vous la lettre de motivation, votre lettre de motivation, elle vaut rien. Et vos parents, c'est pas sûr qu'ils savent écrire une lettre de motivation. Et donc, au journal de France Inter, il y a 3 jours, on raconte, mais d'ailleurs, je crois que c'était à Rouen en plus, sans déconner, il y a quelqu'un qui a une boîte pour écrire des lettres de motivation. Et ça coûte 500 €. Ça coûte 500 €, vous avez quelques séances avec cette personne qui vous explique comment ça marche et qui l'écrit avec vous. Et puis le reportage montre que tous ceux qui peuvent... Elle disait, moi j'ai plein de demandes, ça explose. Des gens très favorisés pour qui 500 € c'est pas grand-chose et des gens qui se saignent, des familles qui se saignent pour ces 500 € et sauver leurs enfants de cette machine détestable, terrible. Vous voyez qu'elle est attrayée en même temps qu'elle fait du fric pour un certain nombre de personnes. Ce sont des politiques qui créent des marchés, les AESH privés. Les gens là qui vont, c'est un système d'orientation privée. Et puis demain, la logique du tri au collège. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que l'histoire des prépas lycées, l'histoire qui consiste à dire que vous n'avez pas le bac, vous n'avez pas le brevet, pardon. Vous allez passer dans ce qu'ils appellent une prépa lycée pour pouvoir poursuivre vos études. C'est un scandale absolu qui consiste à mettre à la porte de l'école 90 000 élèves par an. Parce qu'il y a 90 000 collégiens qui, chaque année, n'ont pas leur brevet. Et c'est pas vrai de dire qu'ils vont être accueillis dans des prépas lycées, parce que pour les accueillir, il faudrait 18 000 profs, et ils sont en train d'en supprimer 2 000. Donc il n'y aura pas de profs pour ces élèves-là, et ils les enverront tout droit au travail, à l'apprentissage. Moi, je n'ai pas de problème avec l'apprentissage en tant que tel, fondamentalement. On peut en discuter, ça peut correspondre à certains parcours. Mais pour les élèves en difficulté, considérer que leur seul chemin pour eux, c'est d'aller travailler le plus tôt possible en apprentissage, c'est inacceptable. Et c'est ça qu'ils sont en train d'organiser méticuleusement, parce que le fond de leur politique, et c'est là où il y a une bascule, c'est le renoncement éducatif. Ils ont renoncé à éduquer la jeunesse de notre pays. Dans la voie pro, c'est 1/3 des lycéens de France, 1/3, c'est 600 000 élèves, ils ont renoncé à éduquer les lycéens de la voie professionnelle. Quand on fait une réforme qui consiste à moins de cours, plus de stages, moins de profs, plus de patrons, quand on fait rentrer un bureau des entreprises dans les lycées, là encore, dans le lycée professionnel, on a de tout temps travaillé avec les entreprises. Évidemment, l'insertion professionnelle des bacheliers professionnels est une des finalités de leur parcours. Mais faire ce qu'Alma a très bien décrit, et ce qu'on appelle de l'adéquationnisme, c'est-à-dire faire correspondre l'offre de formation locale aux besoins locaux des entreprises, aux besoins immédiats des entreprises. Immédiats, parce qu'au-delà de quelques années, il n'y a aucun avenir professionnel quand on fonctionne ainsi. C'est ajouter à l'assignation sociale de l'assignation territoriale. C'est fixer à résidence scolaire, territoriale, toute une partie de la jeunesse de notre pays et considérer que pour elle, la question de l'émancipation, la question d'un avenir choisi ne se pose pas. Et ce renoncement éducatif, il m'est insupportable et il est la bascule la plus grave de ces politiques, des politiques macronistes, des politiques qui sont conduites depuis un certain nombre d'années dans notre pays. Le choc des savoirs, c'est la même chose. Quand on dit qu'on va séparer les élèves, c'est qu'on renonce à une idée. Ils sont tous capables. On renonce à cette idée fondamentale.
et qu'on n'entend pas n'importe quel pédagogue qui vous dira que des groupes de niveau vont aggraver les inégalités scolaires entre les élèves. Elles ne répondent pas à l'enjeu de l'élévation générale du niveau de qualification, de tirer tout le monde par le haut. Elles vont ajouter des problèmes aux problèmes et elles ne sont en aucun cas une solution. C'est là encore un renoncement à éduquer, à l'ambition pour toutes et tous. Et c'est ça le sceau de la politique des macronistes. De mon point de vue, l'uniforme, par exemple, en est la dernière des illustrations. Quand on propose ça aux élèves, quand on est dans cette logique-là, d'une forme d'embrigadement, d'encasernement, qui ne lutte en rien contre le harcèlement scolaire, puisque si c'est la question des vêtements, eh bien par les chaussures, par le téléphone, par les bijoux, par tout ça, les choses vont revenir. Mais on dit qu'au fond, l'école, elle n'est plus un lieu où chacun va dans son parcours de vie et par l'exercice de la raison, l'exercice critique, s'affirmer comme une personnalité différente des autres. Parce que c'est à ça aussi que doit concourir l'école, et c'est à ça que veut renoncer manifestement ce gouvernement. Alors, je termine quand même en vous disant qu'il y a, face à ça, il y a un autre projet éducatif. Et je veux le décrire rapidement, le nôtre. Parce que je crois qu'il doit prendre en charge un certain nombre d'urgences. Et je veux vous dire que cette question éducative, elle est une question hautement politique. Notre projet éducatif, il est encastré dans notre projet politique, et que l'école ne peut pas tout. Mais c'est un levier de transformation de notre société, et qu'il faut penser l'école de la VIe République. Il faut penser la façon dont l'école peut prendre en charge un programme politique de rupture, et je veux rapidement le faire avec vous. Il faut une politique de rupture sur le plan social. Et l'école, de ce point de vue-là, doit lutter contre la pauvreté des élèves. Il y a presque 2 millions d'élèves pauvres qui fréquentent l'école de notre pays. 13% des élèves dans les établissements REP viennent à l'école le ventre vide. Et dire ça, c'est comprendre qu'il y a entre la lutte contre la pauvreté et une ambition éducative un lien. On ne peut pas apprendre le ventre vide. Et notre école doit répondre immédiatement à cette situation. Et nous défendons, nous, la gratuité de la cantine, mais du petit déjeuner aussi dans les écoles. Et c'est une politique, par ailleurs, qui a des vertus sur le plan écologique, de circuits courts, d'agriculture paysanne, biologique, que nous pourrions développer à travers une politique de rupture éducative. Il faut lutter contre l'appauvrissement des professeurs, je l'ai dit, et je veux insister quand même là-dessus, parce que le système ne tient, j'ai dit qu'il était effondré, mais en vérité, il ne tient plus qu'à un fil, le dévouement, le sacrifice, parfois des enseignants et des personnels éducatifs. Et que si l'on veut relever notre école, il n'y a pas d'autre chemin que de revaloriser matériellement, financièrement et symboliquement, massivement et immédiatement l'ensemble des personnels éducatifs de ce pays. Il n'y a pas d'autre chemin. Et pour vous le faire comprendre que c'est une rupture là aussi qu'il faut engager, nous parlons d'une augmentation de 30% du salaire des enseignants et du salaire des personnels éducatifs. Vous voyez ce qu'il faut rattraper et ce que nous assumerions au pouvoir. Rupture sur le plan démocratique. Il faut l'égalité de traitement de tous les élèves. Et quand on a aujourd'hui un bac qui n'est plus national, quand on a un diplôme dont la valeur varie en fonction de la réputation des établissements, il y a une promesse républicaine qui n'est plus tenue, et il faut, à nouveau, des diplômes nationaux, il faut des programmes nationaux, il faut un bac national, et nous le réinstaurerions si nous étions en situation de le faire. De même que si je parle de rupture démocratique, et pour terminer, j'appelle à un débat démocratique sur l'école. Et je crois que notre pays en a urgemment besoin. Il a urgemment besoin de mettre en discussion les finalités éducatives qu'il se fixe. À quoi doit servir notre école sur le plan de notre fonctionnement démocratique et républicain? Est-ce qu'il y a des enjeux de citoyenneté? Il y a des enjeux de qualification, il y a des enjeux d'émancipation individuelle, collective. Tout ça doit être débattu. Et ça ne l'est pas, et ça ne l'est plus depuis si longtemps. Comme parlementaires, comme députés, nous sommes absolument dépossédés de tout débat sur la question éducative. L'éducation nationale est réformée à coup de décrets, de décisions prises par des ministres dans le huis clos de leur cabinet depuis des décennies maintenant. Nous n'avons plus, nous, les moyens, sauf peut-être dans le débat budgétaire, mais là, le 49.3 intervient, de dire ce que nous pensons bon pour le pays. Je le dis, c'est extrêmement grave, parce que si le pays ne se ressaisit pas de cette question, qui est celle de son propre avenir, alors la crise va s'aggraver, alors des logiques de chacun pour soi
et elles sont à l'œuvre quand on voit le développement de l'école privée, vont l'emporter. Et alors, c'est toute notre société qui va se disloquer. Voilà la gravité des sujets, voilà l'importance de l'enjeu. Je termine sur un mot. L'avenir, ce n'est pas ce qui va arriver, les copains. C'est ce que nous allons faire. Et donc, moi, je suis convaincu qu'en nous fédérant, qu'en nous regroupant, et il y a des choses qui sont là en train de... Ce qui se passe dans le 93, c'est une mobilisation des personnels et des parents d'élèves ensemble. Et ce sont les parents d'élèves qui bloquent les établissements en lien avec les personnels. Si ces logiques fédératives d'intérêt général débordent du 93, débordent des quelques départements franciliens qui commencent à s'engager dans ce combat, alors c'est une force que rien ne peut arrêter et c'est une force qui peut tout transformer. Je suis donc d'un optimisme absolu et je suis certain que notre pays a les ressources de se reprendre en main et d'offrir un avenir insoumis à notre pays. Ça a été trop long ? Un peu long. Merci les amis.